Alors, bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Diego Donna, qui va nous parler de comment sortir du labyrinthe, Condillac, critique de Spinoza, entre Mos Geometricus et langue du calcul. Je vous laisse la parole. Alors bonjour, bonsoir à tous. Je vous remercie pour votre présence à cette nouvelle rencontre du, du cycle du séminaire les mathématiques et le monde. Je remercie surtout Jean-Daniel Tumser et Marc Costorni pour m'avoir invité. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de mon dernier recherche postdoctorale sur la réception française de la philosophie de Spinoza entre 17e et 18e siècle. En particulier, je vous présente la critique faite par Condillac à l'ontologie de Spinoza. Je pense que la comparaison entre ces deux philosophes pourrait être intéressante pour un séminaire qui s'interroge sur la place des mathématiques dans la philosophie, puisque Condillac est le philosophe des Lumières qui, plus qu'un autre, avance une critique radicale à la philosophie du XVIIe siècle. Et cette critique passe d'un côté à travers une enquête sur l'origine sensible de nos connaissances, de l'autre par la volonté de faire de la mathématique, notamment de l'algèbre, l'unique langue possible pour la philosophie. L'unique langue propre et adéquate à la philosophie en tant que langue précise, exacte et naturelle. Alors, comme j'essaie de le démontrer, les rapports entre la base sensible ou empirique de la connaissance et les versants logiques, mathématiques, où culmine la réflexion de Condillac sur le statut du langage de la philosophie est hautement problématique. D'où la demande, de la question que je vous pose aujourd'hui, comment sortir du labyrinthe? Condillac, critique de Spinoza, entre Mos Geometricus et langue des calculs. Nous naissons au milieu d'un labyrinthe, où mille détours ne sont tracés que pour nous conduire à l'erreur. C'est par ces mots que Condillac ouvre dans son traité des systèmes sa critique au système métaphysique du XVIIe siècle, laissant transparaître plus d'une perplexité sur les capacités de l'esprit humain de donner un sens au matériau complexe de ses idées. D'autre part, dans un livre devenu un classique des études condillaciennes, l'historien de la philosophie Mario Dalbra soutenait que la lecture des œuvres de l'abbé français nous met face à une étrange et double condition, c'est-à-dire à la sensation de se trouver d'un côté face à une affirmation forte et exigeante de la réalité empirique, de l'autre face à la froideur du raisonnement logique. Cette tension traverse en effet les phases essentielles de la recherche de Condillac que nous retracerons ici. L'abbé est catapulté à la gloire des suprêmes experts des systèmes philosophiques grâce à son traité des systèmes de 1749. Quand le traité apparut, les thèmes qui y sont contenus et la façon dont ils sont traités apparaissent absolument innovants. Personne en France n'avait jusqu'alors consacré une étude systématique aux philosophies de la première modernité, en offrant une taxonomie et une analyse critique approfondie. Le terme système est entré en usage en français déjà à partir de la fin du XVIIe siècle et couvre un vaste champ de questions, de la systématisation des thèmes ou parties d'un sujet d'étude à la présentation d'un corps de connaissances, organisé selon l'ordre géométrique ou euclidien de l'exposition. Dans un contexte scientifique, le mot système indique aussi le style hypothético-déductif de la science cartésienne, toujours plus contesté entre les années 30 et 40 du XVIIe siècle, avec l'avènement de la physique newtonienne. Alors, l'attention de l'historiographie en ce qui concerne la controverse sur le système est très vaste, et tend généralement à distinguer entre les métaphysiques déductivistes ou a priori de type cartésien, qui veulent pénétrer les causes premières de la nature en construisant des systèmes généraux de l'univers, par rapport aux défenseurs de la loi a posteriori, basée sur l'expérience, dans les sillages de Newton et Locke. Dans son traité sur les systèmes métaphysiques du XVIIe siècle, Condillac propose d'une part une analyse critique de l'esprit géométrique, de l'autre une nouvelle logique à laquelle l'abbé donne le soin de réunir l'abstrait et le concret,
au-delà des ruines de la métaphysique classique. Dans ce cadre, les projets de recherche de Condillac se donnent comme beaucoup plus que la simple radicalisation de l'empirisme des Lumières. L'objectif de la recherche est de former une nouvelle logique, une langue de calcul, comme l'appellera l'abbé, c'est-à-dire une langue pensée sur les modèles de l'algèbre. Cependant, comme nous le verrons, cette recherche comporte bien des obstacles. De quelle façon la nouvelle idée des systèmes, modélée sur la langue de l'algèbre, s'éloigne des systèmes métaphysiques du passé? Et quels sont les avantages de la naturalisation du langage mathématique opéré par Condillac par rapport à ceux qui sont pour lui les mauvaises métaphysiques du XVIIe siècle? Esprit systématique et esprit des systèmes se révéleront en fait beaucoup plus proches de ce qu'ils ne paraissaient à première vue. Comme nous le verrons, l'une est l'image inversée de l'autre. La première partie de notre étude est consacrée aux deux instruments de la décomposition et de la composition des idées que Condillac extrait dans la méthode algébrique. Dans l'équilibre entre analyse, synthèse et synthèse, réside pour l'abbé l'alternative à une des aberrations principales nées dans les sillons du cartésianisme, c'est-à-dire le spinozisme. Analyse et synthèse, ou décomposition et calcul, sont pour Condillac aussi les instruments d'investigation de tous les aspects de la vie cognitive et pratique de l'homme, de la théorie de la connaissance à la langue, de l'économie au droit. Tout système contient en effet les codes génétiques de son développement, comme l'unité minimale de la sensation contient le développement de la connaissance entière. Comme le langage n'est qu'une sensation transformée, l'histoire est le reflet de la nature. Comme nous le verrons dans la deuxième partie de notre enquête, cette circularité est pour Condillac le signe distinctif d'une langue parfaite. La circularité est en fait synonyme de perfection, qui renvoie à l'idée de conformité avec l'origine naturelle. C'est la nature qui conduisait les hommes à leur insu, déclare l'abbé, et la science imite la nature. C'est à ce point toutefois qu'émergent de sérieuses difficultés. Comme j'essaierai de le démontrer, en comparant le traité des systèmes à l'essai sur l'origine des connaissances humaines qui les précèdent, et également au texte ultérieur, à savoir le traité des sensations, la logique et la langue de calcul, le dernier traité de mathématiques de Condillac resté inachevé, l'idée de nature sur laquelle Condillac établit cet effet de transparence entre raison et empirisme est hautement problématique. D'un côté, on trouve les erreurs de systèmes géométrico-déductifs du XVIIe siècle. De l'autre, la vision panlogistique du monde phénoménique par laquelle il clôt sa recherche se révélera proche, sinon équivalente, à la métaphysique qu'il prétendait liquider. Genèse et calcul. Condillac procède en distinguant trois types de systèmes, organisés à partir de tant de principes directeurs: abstraction, hypothèse et fait. Les principes abstraits que Condillac associe à la métaphysique constituent une source d'erreur irrémédiable et sont donc à repousser. Il convient de distinguer entre les propositions générales, celles qui sont valides dans tous les cas, celles qui sont valides seulement dans certains cas, et celles qui enfin ne dépassent pas une vague confrontation entre données connues et inconnues. N'importe quel système abstrait part dans tous les cas de la fausse prémisse que la connaissance des choses particulières puisse dériver d'idées générales. Ces dernières sont par définition dissoutes par l'expérience et souvent traduites en une terminologie vague et métaphorique. Identique pour Condillac l'essor des systèmes basés sur des hypothèses, qui peuvent se révéler d'une grande utilité en physique, en mathématiques et en astronomie, mais aussi d'un grand danger selon les circonstances. Le seul système universellement valable est celui qui se fonde sur des faits, empiriquement observables. L'abbé en recommande l'usage le plus large possible de la théorie de la connaissance à la physique, de la politique aux arts, ainsi que dans toutes les autres disciplines. La langue qui l'exprime, c'est l'algèbre, conclura l'abbé dans la langue des calculs. En elle, les deux formes de la décomposition et de la récomposition sont appelées à rendre compte de la formation de tout processus, psychique, mécanique ou naturel, échappant à la double alternative du mécanicisme cartésien et de la géométrie abstraite de Hobbes-Spinoza. Les données de l'expérience peuvent et doivent être exprimées dans une langue parfaite, c'est-à-dire mathématique, mais aussi concrète en tant que naturelle. Une langue opposée
aux abstractions des systèmes. La critique de Condillac au système spinozien prend forme à la fin des années 40, pendant la période qu'il consacre à la critique du système abstrait. Condillac se montre parfaitement conscient des enjeux de choix des méthodes effectuées par Spinoza. Les problèmes ne résident pas tant dans la préférence pour la méthode synthétique sur celle analytique, mais au contraire dans la théorie des idées qui donne sa substance à ses choix. En d'autres termes, Spinoza ne s'est pas limité à substituer la voie de l'exposition par celle de la découverte, mais il y a justifié la voie de la synthèse sur un automatisme de la production de l'idée vraie. Dans ce dynamisme spontané présumé de l'idée, à mesure de produire ou expliquer tout ce qui dérive de son essence ou nature, réside la clé de voûte de l'ontologie de la causa sum. L'idée d'une cause qui produit tout ce qui dérive de sa propre nature conduit ainsi à l'identité entre unité et multiplicité, cause et effet, qui nie toute différence. La contradiction est évidente selon Condillac, tant par rapport à la logique que par rapport au bon sens naturel. Cause de soi-même. L'expression, déclare l'abbé, n'est pas exacte. Le mot cause dit relation à quelque chose de distinct de soi, car en effet, ne se produit pas par lui-même. Ainsi, Condillac est le premier à saisir le vrai sens de la théorie spinozienne de la connaissance. À la différence de Bayle, qui avait mis en évidence les conclusions contradictoires auxquelles la théorie de l'unique substance porte, Condillac analyse les prémices qui ont porté à cette issue. Les encyclopédistes refuseront l'esprit géométrique considéré comme inutile pour le développement des sciences. Condillac s'engage au contraire à analyser la théorie des idées qui les fondent. Pour Condillac, l'hémonisme métaphysique résulte du paradoxe d'une idée considérée capable de se générer elle-même dans tous ses effets. Spinoza la justifie à partir de la théorie euclidienne de la définition et la forme sous les modèles de l'inéisme cartésien. Comme Descartes, Spinoza a, selon Condillac, ignoré la vraie origine des idées, postulant ainsi des axiomes faux. Là où l'usage correct de la raison s'arrête à la propriété des choses, Spinoza donne à ces propriétés des essences imaginaires, en confondant les noms avec les choses. Les philosophes hollandais et ses adeptes ont confondu les vérités qui proviennent de l'esprit, qui sont les produits d'autres connaissances, avec les vérités qui dérivent des objets externes. De cette façon, ils ont construit des chaînes de raisonnement rigoureuses, mais paradoxales, où manque toute vérité objective. Les erreurs des systèmes dérivent d'une fausse métaphysique des idées. La méthode synthétique spinozienne est la conséquence logique de la trahison de la voie empirique de Locke à la connaissance. La lecture du spinozisme faite par Condillac est donc très importante pour l'histoire de la philosophie. Ce n'est ni l'ontologie, ni le choix de la méthode qui explique la nature du système spinozien. C'est plutôt la théorie de l'idée vraie que Spinoza rend équivalente au concept de cause ou essence de la géométrie euclidienne qui fonde, selon l'abbé, les vrais centres du mos geometricus. Et pourtant, ces distances de 3 siècles, on examine les événements historiques qui ont porté à la formation du mos geometricus de l'Éthica, on s'apercevra non seulement de sa justesse, mais aussi de l'innovation que la lecture condillacienne avait représentée pour son époque. Les efforts de Spinoza sont en effet dirigés vers un problème éthique et non méthodologique, c'est-à-dire déterminer la forme de l'idée capable de produire une connaissance parfaite. De cette connaissance dérivera une félicité aussi stable que parfaite et permanente. Felicitas, avait déclaré Spinoza dans les Tractatus de Intellectus Emendatione, Beatitudo Mentis dans l'Éthica. La connaissance parfaite n'est évidemment pas l'imagination, qui se compose de perceptions mutilées et confuses, mais au contraire, de ces idées qui produisent ou expliquent des propriétés données, puisqu'elles sont aussi cause ou essence. Dans tous les cas, la priorité donnée par Spinoza à la méthode déductive est subordonnée au vrai but de la recherche, présenter les formes d'une connaissance parfaite. Cette connaissance sera la source d'une réelle béatitude en ce qu'elle corresponde à des causes ou à des essences. C'est Meyer d'ailleurs, et non pas Spinoza,
dans sa préface de 1663 au commentaire spinozien des Principia de Descartes, qui souligne la distinction entre les deux voies de la découverte et de l'exposition, dans ce que les correspondants de philosophes d'Amsterdam appellent méthode mathématique, metodo atque certitudine mathematica demonstratas. De cette façon, dans sa préface aux Principia, Meyer établit une vraie opposition entre méthode analytique et méthode synthétique dont on ne trouve pas trace dans Descartes, lequel avait au contraire revendiqué la complémentarité nécessaire entre les deux voies, ni à la rigueur dans Spinoza, lequel ne thématisera jamais la distinction entre ordre analytique et ordre synthétique. La raison en est évidente, et Condillac démontre en être pleinement conscient. Pour les philosophes d'Amsterdam, ce n'est pas la distinction formelle entre méthodes qui construit l'essence de la philosophie, mais au contraire, la capacité de présenter à travers une structure formelle de définition et d'axiomes le dynamisme autonome de l'idée vraie. Pour Spinoza, la question de la méthode ne se pose même pas. Le dynamisme, les vraies méthodes, avait déclaré le philosophe, ce n'est pas la recherche, mais au contraire, la possession d'une idée vraie donnée, connue en tant que telle et employée comme norme, comme la norme, pour déduire toutes les idées qui lui sont compatibles. Du reste, la recherche des signes ou critères de la vérité conduirait selon Spinoza à une régression à l'infini. Une fois en possession de la vérité, la via, la voie, se manifeste d'elle-même. Pour utiliser la formule célèbre du Tractatus, la méthode n'est rien d'autre qu'une connaissance réflexive ou l'idée de l'idée. Condillac comprend parfaitement l'arrière-plan éthique et métaphysique qui est au fondement de la théorie spinozienne de l'idée vraie. Et à celui-ci, il oppose l'analyse algébrique. Cette dernière est le fruit de la synthèse entre abstrait et concret opérée par Newton. Newton et Locke donnent sans doute un rude coup à la métaphysique classique. Les premiers se débarrassant de la mathésis cartésienne, avec ses chaînes de raisons loin du monde physique, les seconds supplantant la pure amens de Descartes avec une physique expérimentale de l'esprit. Condillac portera aux extrêmes conséquences l'esprit analytique du premier et le sensisme du second, en cherchant de les synthétiser dans une nouvelle logique, modélée sur le langage parfait de l'algèbre. Ni cause ni essence, peu importe si appliquée à la définition d'entité géométrique ou à l'expressivité de la substance infinie, n'explique selon l'abbé la genèse des rien, ces dernières étant des notions purement abstraites. L'idéal d'une mathématisation immédiate des faits psychiques constitue au contraire, selon Condillac, le revers d'une généalogie des idées, laquelle commence et se termine dans la sensation en tant que matière première de la connaissance. Condillac répétera plusieurs fois dans ses écrits que la connaissance doit être réduite à un calcul, dont l'algèbre est le modèle, mais non pas toutefois selon une identité imposée arbitrairement par la méthode, comme cela advenait selon Descartes, en raison de la clarté et de la distinction des idées innées, ni selon une pluralité d'idées liées par l'hémonisme abstrait de la causa sui de Spinoza. Dans les intentions de l'abbé, le calcul n'est même pas l'abstrait mécanicisme calculateur de Hobbes. Il se présentera plutôt comme un processus où la génération de chaque moment trouve une pleine signification dans l'entier. Le problème, insiste Condillac, est que, je cite, chaque chose est distincte dans la nature. Seulement les individus concrets et singuliers existent, là où les classes et relations sont des modes de concevoir les choses limités à l'usage de nos expériences et en accord à nos besoins. Plus on s'éloigne de la perception des choses singulières, en classifiant, en généralisant, en abstrayant, plus les liens entre idées et choses deviennent faibles. De là les conclusions nominalistes du raisonnement condillacien. Les systèmes philosophiques, in primis celui cartésien, d'où provient la logique du système de Spinoza, ont prétendu de saisir la structure interne de la réalité singulière, partant d'une fausse conception de l'évidence. Les idées claires et distantes des cartésiennes ne sont que des catégories réifiées
qui traduisent les hypothèses en principe, puisqu'elles ignorent leur origine empirique. Nous aurons aussi un double effet. D'un côté, pour Condillac, une explication scientifique est systématique seulement si elle s'adapte non pas à des occurrences singulières, mais à des classes de phénomènes. De l'autre, aucune idée claire et distincte ne peut naître des suppositions non vérifiées par l'expérience. Dans ce sens, les hypothèses sont pour Condillac des principes directeurs vers de nouvelles observations et expériences. Le but de la loi est d'expliquer une série de phénomènes en accord avec l'usage pratique de notre raison. Si l'intelligibilité de la nature devait se révéler partielle, l'important est qu'elle soit compatible avec nos besoins. L'exemple en est l'idée appropriée, c'est-à-dire non abstraite ou métaphysique des systèmes que Condillac applique à la politique, au chapitre 15 du traité des systèmes. La politique est une machine, soutient l'abbé, dont il faut faire travailler ensemble la force et l'harmonie entre les parties. Le législateur en étudie les phénomènes sur le plan de l'observation empirique et en extrait les lois. D'autre part, selon Condillac, l'analogie entre opérations mathématiques et opérations psychiques est rendue possible par le fait que la connaissance même procède de façon analytique. Composition et décomposition sont en effet les instruments que Condillac applique avant tout à l'analyse de nos connaissances. Comme dans une équation, Condillac voit l'activité psychique comme à la fois un processus et une unité. L'édifice condillacien de la connaissance est fondé sur un mécanisme élémentaire et il est reflété dans un système d'équivalence. De la sensation, principe de l'activité cognitive, à la sensation transformée où culmine l'activité du raisonnement. De façon analogue, dans l'analyse algébrique, une identité s'exprime en raison de sa répétition, mais toutefois pas selon les mouvements unidirectionnels des axiomes spinoziens. La déduction géométrique spinozienne est la négation de tout cela, puisqu'elle se fonde sur une idée vraie, considérée comme en mesure de générer d'elle-même ses conclusions. Mais l'esprit ne fonctionne pas de cette façon, répond l'abbé. La connaissance n'est pas une fonction spirituelle autonome qui produit, en vertu de sa propre puissance, un enchaînement d'idées, mais au contraire l'effet combiné des différents degrés de sensation, attention, imagination, mémoire. La sensation est la connaissance même qui s'enroule et se déroule sous formes diverses. Nous n'avons expliqué, déclare l'abbé dans la logique, la génération des facultés de l'âme que parce que nous avons vu qu'elles sont toutes identiques avec la faculté de sentir. Et il conclut que comme les équations, je cite, passent par différentes transformations, la sensation passe également par différentes transformations pour devenir l'entendement. La sensation est l'effet ou la donnée naturelle à laquelle arrive la décomposition analytique des facultés et constitue la synthèse originelle de toutes les autres facultés qui est la base de toutes les modifications de la conscience. De la sensation, on passe à l'attention, qui est une forme plus complexe de sensation et qui, à son tour, conduit au jugement. Le raisonnement sera enfin une succession de jugements renfermés l'un dans l'autre. Toutes les fonctions de la connaissance sont donc, selon Condillac, rattachées l'une à l'autre. L'analyse les décompose, les raisonnements les enchaîne dans une vision d'ensemble. Une langue bien faite devait être, comme un tableau mouvant, conclut-il, dans lequel on verrait les développements successifs de toutes nos connaissances. Il faudrait cependant se demander à ce stade ce qui distingue les principes condillaciens de la sensation de celui spinozien de l'idée vraie. Quant à leur statut, tous deux semblent en effet donner lieu à une répétition à l'identique, dans laquelle la dynamique de la pensée devient un système d'identité. Selon Spinoza, cette identité est purement idéale, puisque renfermée dans l'attribut divin de la pensée. Selon Condillac, elle est radicalement sensible. La sensation est un début et fin de la connaissance. Condillac répondrait en définissant les caractères concrets de sa logique par deux arguments. L'ancrage des idées à la sensation d'un côté, nous l'avons déjà vu, et l'origine naturelle du langage mathématique de l'autre.
On touche ici les versants constructifs, mais aussi les plus problématiques de la recherche condillacienne, c'est-à-dire la tentative de démontrer l'origine sensible et naturelle du langage algébrique. Le cercle et l'identité. Comme nous l'avons vu, sur le plan de la connaissance, toutes les facultés sont comprises dans la sensation, et la sensation exprime l'entière connaissance sous la forme d'une équation. Ainsi, les raisonnements comme les calculs, les mots comme les chiffres, sont pour Condillac des signes d'idées exactes, manipulables dans leurs différentes combinaisons. Condillac fonde les statuts de l'algèbre comme langage sur la base naturelle du calcul, c'est-à-dire l'action de compter sur ses mains. Les chiffres sont les signes des idées, soutient l'abbé, que l'homme exprimait lors du stade prélinguistique de son évolution déjà en base 10, en comptant sur ses mains. Pour cette raison, les chiffres sont les modèles du principe d'analogie qui met en relation tous les langages. Chez les peuples primitifs, encore disciples de la nature, déclare Condillac, les mots étaient formés comme des chiffres, conformément au mécanisme analogique qui transformait les chiffres en signes ou en reflets automatiques de l'expérience. C'est ici l'analogie qui donne la loi, bien que ce soit la nature qui commence tout. Si ainsi chaque langue, conclut l'abbé, au-delà du degré de complexité atteint dans son évolution, réussissait à maintenir vivant les liens à son origine naturelle, sa parfaite clarté pourrait compenser l'impossibilité d'une communication universelle entre toutes les langues. Le raisonnement parfait équivaudrait au calcul, dont l'opération clé est l'analogie, c'est-à-dire les rapports entre termes équivalents. L'instrument clé de l'analogie est à son tour extrait de l'algèbre. L'algèbre avance par chaîne d'équivalence, d'équation en équation, en extrayant les termes inconnus à partir de ceux qui sont connus. Chaque nombre implique toutes les relations possibles en lui contenues, et ces relations sont extraites grâce à l'analyse. Et ainsi, poursuit Condillac, si chaque mot pouvait être extrait d'une idée dont les composants seraient parfaitement analysables, comme les relations contenues dans les nombres, toutes les propositions du langage seraient identiques ou analytiques de la même façon que les équations algébriques. Condillac cherche donc les rapports qui existent entre langage naturel et langage mathématique, qu'il voit comme un modèle d'interaction entre systèmes, plus que comme un rapport d'adéquation. Dans ces derniers consistait le péché originel du spinozisme, dont le caractère univoque nie l'analogie. Les parallélismes entre langage naturel et langage mathématique se fondent plutôt sur une idée de nature que Condillac pense comme une ligne de démarcation entre l'origine prélinguistique de la sensation et les systèmes logiques qui la reflètent, sans la dénaturer à travers la langue. L'analogie, ce rapport de ressemblance, assure le passage ou l'unité dans la distinction entre germe et développement, entre genèse et calcul. C'est ici que se présente un seul problème. Condillac prétend remplacer le réalisme naïf des systèmes cartésiens construits sous la fausse théorie de l'illuminisme des idées par une nouvelle logique naturelle. Mais en quoi consiste cette idée de nature? Et comment se déploie-t-elle dans le développement de la connaissance et dans l'histoire de l'esprit humain? La confrontation avec la philosophie de Spinoza, que l'abbé avait critiquée dans son traité des systèmes, se révélera dès lors centrale pour comprendre les tensions auxquelles l'idée codillacienne des natures donne lieu. En premier lieu, Condillac refuse nettement les types d'adéquation entre ordre des idées et ordre des choses sur lesquels Spinoza fonde l'idée des causes de soi-même. Les choses perçues ne sont pas ce qui se donne en nature. Pour Condillac, ne subsiste, ce point est très important, ne subsiste aucune garantie que les schémas de perception et organisation de la réalité, desquels nous dérivons des rapports de cause à effet entre les choses, correspondent à la structure de la réalité. Nous ne percevons pas les objets externes, mais seulement nos idées que l'expérience suggère être compatibles à la structure des choses. Et pourtant, il existe une interaction réciproque entre modèles mentaux et monde externe.
La nature, déclare l'abbé, se déploie de façon ordonnée. Et en langage bien construit, c'est-à-dire algébrique, peut-on reconstruire la logique. Ainsi comme la nature, écrit Condillac, est la balance parfaitement en équilibre, de façon analogue sur le plan psychique, je cite, par nature de l'homme, j'entends les besoins et les facultés qui naissent avec lui et qui sont en conséquence un effet de son organisation. Réflexion et besoin sont pour Condillac l'opération cognitive et la condition matérielle de la connaissance. Sur ceci, nous concentrerons alors notre attention en mettant en relation l'origine du langage humain avec le système des besoins. Sur le système des besoins se fonde en fait pour Condillac l'origine naturelle de toutes les langues. En réalité, la remontée à l'idée de nature comme courroie de transmission de tous les langages par le biais du concept de besoin se révélera excessivement problématique. Dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines, Condillac distingue les signes du langage en 3 catégories. Signes naturels, signes accidentels et signes institutionnels. Je distingue 3 sortes de signes. Premièrement, les signes accidentels, ou les objets que les circonstances particulières ont liés avec quelqu'une de nos idées, en sorte qu'ils sont propres à les réveiller. Deuxièmement, les signes naturels, ou les cris que la nature a établis pour les sentiments de joie, de crainte, de douleur, etc. Troisièmement, les signes d'institution, ou ceux que nous avons nous-mêmes choisis, qui n'ont qu'un rapport arbitraire avec nos idées. Pour expliquer la formation des signes arbitraires, Condillac fait appel à la notion d'analogie. Le thème est complexe et regarde d'un point de vue technique la philosophie condillacienne du langage. Nous nous arrêterons brièvement sur ces points, seulement pour montrer comment, à travers les mécanismes analogiques, Condillac tente de réduire les signes institutionnels conventionnels à la nature, c'est-à-dire au système des besoins de l'homme. En apparence, les signes arbitraires manifestent une scission par rapport aux objets auxquels s'y réfèrent. L'arbitraire du signe est en effet lié à son caractère analogique, c'est-à-dire au lien que nous créons entre les idées. Ce lien est le produit de l'attention qui lie les idées ou les sensations entre elles, et il est rendu possible par la mémoire. La mémoire pour Condillac est une forme spécifique de l'imagination, qui réveille l'idée de l'objet absent. Ainsi, en vertu du lien que nous faisons entre les signes et nos idées, nous sommes en mesure de susciter des idées au moyen de signes seuls, même lorsque l'objet de nos sensations est absent. Ce qui est important de souligner dans ces contextes, c'est que les signes, à leur tour, ne sont pas complètement arbitraires. Et cela pour Condillac est dû au fait que les liens entre les idées trouvent dans les besoins sa racine naturelle. C'est la base concrète du besoin qui empêche aux signes de nos langues d'être purement abstraits et donc incompréhensibles. Tous les processus de la connaissance, sensation, imagination, attention et réflexion trouvent dans la structure originelle du besoin leur ancrage pratique et leurs limites. La réflexion, soutient Condillac dans l'essai, consiste en l'élaboration que l'esprit accomplit sur ses propres perceptions. Les perceptions ou sensations des choses sont à leur tour produites par les intérêts occasionnés par les besoins de l'homme. La racine du besoin inscrit donc dans le réseau analogique toutes les langues de l'homme. Du langage d'action, caractérisé par des purs signes naturels, à celui plus abstrait, ou comme l'appelle Condillac, institutionnel. De la perception ou sensation jusqu'aux formes plus développées de réflexion liées à l'usage des signes arbitraires, la connaissance humaine renvoie à la dimension pratique du besoin. Connaître, pour Condillac, n'est pas autre chose que les mouvements circulaires de la sensation à travers ses différents degrés de transformation. Ces derniers se donnent à leur tour sous l'arrière-fond prélinguistique du besoin. La soudure entre affectivité et connaissance est donc donnée. Abstraire, juger, concevoir sont les actions que l'esprit réfère à tout ce qui attire son attention sur la base des mécanismes concrets du besoin. Les processus de la connaissance se déroulent selon une logique qui tient unis les besoins et les facultés humaines, les résolvant dans les cercles logiques de l'identité.
Une identité que pour Condillac n'annule toutefois pas les différences, comme les monismes spinoziens. Les caractères normatifs de la loi des natures n'est né en effet pour Condillac d'aucun impératif ontologique, si ce n'est par le biais d'une médiation. Ce n'est pas la raison qui guide l'homme à l'aube de l'histoire, ainsi que sur le plan de la connaissance, ce ne sont pas les idées ou les principes qui génèrent par leur propre nature intrinsèque les conséquences qui dérivent d'une essence. C'est plutôt la théorie des besoins qui permet l'analogie entre les deux niveaux de l'instant et de la culture, ou de la sensation et du langage, dans les deux plans de l'histoire et de la connaissance. D'un côté, nous aurons le système de la nature, de l'autre le système des savoirs, tous deux organisés sous l'arrière-fond naturel du besoin. Ainsi, la traduction du devenir historique dans ces lois est modélée sous la démarche analytique qui remonte depuis les choses connues, à savoir l'homme social. Mais la société se précède toujours elle-même, ajoute Condillac. C'est elle-même vrai que l'homme primitif, comme l'homme statut, sur lequel l'abbé avait modélé dans son traité des sensations de développement des facultés humaines, contient en soi les raisons de son propre développement, déclinées sur la base des circonstances de l'histoire. L'homme peut se dire naturel seulement en tant que social. L'homme n'a jamais été présocial. Le pacte qu'il fait avec les autres est une pure fiction légale qui permet de reconstruire son processus historique remontant aux phases de sa genèse. En bref, pour Condillac, il s'agit de rompre la fermeture entre les systèmes et montrer ainsi la circularité entre nature et histoire. De la même façon, sur le plan de la connaissance, l'artifice algébrique n'est que l'autre face de la nature prélinguistique et naturelle du langage. Pour utiliser la terminologie moderne de Luhmann, on avance suivant un mécanisme d'auto- et hétéroréférence entre connaissance et environnement. De l'arrière-plan des besoins naissent les mécanismes de réflexion sur nos sensations. Ces dernières, à leur tour, sont les reflets de l'idée de nature qui structure le système de connaissances. Parallèlement, sur le plan de l'histoire, l'homme sauvage est le futur homme social. La conformité d'organisation physiologique en justifie l'identité de nature dans les différentes phases de l'évolution historique. C'est pour cette raison que la bonne métaphysique, ou la science parfaite, n'est pour Condillac ni une simple science des débuts, comme dans les modèles antiques des sciences, ni pure déduction des effets à partir des causes, que Spinoza avait élaborées à travers les filtres de la méthode synthétique cartésienne. La science correspond plutôt à une logique combinatoire entre termes simples et termes dérivés. Dans les processus psychiques, l'unité minimale de la sensation ne s'évolue pas, mais au contraire se transforme dans les degrés les plus complexes de la connaissance. Pareillement, sur le plan de l'évolution historique, la nature est la géométrie d'un Dieu, depuis toujours pareille à elle-même, qui se transforme suivant des degrés croissants de complexité. Plus qu'à l'évolution interne de chaque système, Condillac pense à la genèse et au calcul entre ses parties. Pour reprendre les mots de Foucault, il s'agit de souder une mathèsis comme science de l'ordre calculable à une genèse comme une analyse des ordres empiriques. Dans tous les cas, les problèmes des idées et du langage présupposent pour Condillac un système de la nature. La nature est première et rien n'échappe à son ordre. Je cite, « C'est de la nature qu'il faut apprendre la vraie logique », affirme l'abbé. La tentative de synthèse opérée par Condillac entre le plan de la logique et celui de la réalité empirique présente néanmoins des aspects très problématiques. D'abord, parce que là où les évidences de la raison reflètent la structure logique idéale de tout système, les évidences des faits marquent les limites de la connaissance humaine, laquelle rarement réussit à réduire la champ de raisonnement dans l'instantanéité d'un simple regard. Artifice algébrique et formalisme linguistique sont du reste les accusations que Mendes-Biran adressera à la méthode condillacienne, laquelle renferme les progrès de la science dans l'énigme d'une équation. Ensuite, la langue des calculs se présente comme une pensée sans représentation, dans la mesure où ces objets ne correspondent à aucune idée ou sensation. Comment peut-on donc remonter à son origine naturelle? En guise de conclusion, on peut dire que le champ de recherche condillacienne est traversé par deux voies qui devraient de façon théorique se croiser.
d'un côté, la part destruens de la décomposition analytique, de l'autre, la part construens d'une langue parfaite. Leur union devrait offrir une vision d'ensemble des fonctions psychiques de l'histoire de l'homme, du moment qu'elle extrait les processus génétiques des deux. Les deux niveaux du fait ou de la nature plus simple dont provient la décomposition analytique et du droit, c'est-à-dire de la combinaison ou de la mise en série de données, se rejoignent dans l'unique temps logique de la vérité, l'instantanéité de l'identique. Une vision devenue toutefois inaccessible à l'homme, conclut Condillac, suite à l'obscurcissement de sa capacité de raisonner, une fois sorti du stade de l'innocence. Néanmoins, la langue parfaite des calculs reste la contrepartie de la démarche analytique. De nouveau, c'est la jonction entre genèse et calcul, entre modèle génétique et modèle combinatoire qu'il convient d'analyser. De là dérive en effet l'écart entre les langages purs de l'algèbre, auxquels tous les langages devraient tendre selon Condillac, et les limites de la connaissance humaine, incapables de refléter en une seule équation l'univers entier des faits. Ce que Condillac conteste au système abstrait, dont les mons géométricus spinoziens représentent l'exemple le plus grave, c'est d'avoir aboli l'analogie en faveur de l'univocité. Seulement la première permet d'accéder à un système d'équivalence qui ne se réduit pas à un système d'identité. La deuxième produit en revanche un monisme totalisant qui sacrifie la partie au tout, mais surtout une fétichisation des catégories philosophiques, ce que Condillac appellerait des signes arbitraires, incapables de remonter à la genèse de ces présupposés. Quel est toutefois le résultat de l'abandon du monisme spinozien? La recherche de l'abbé culmine de fait dans une nouvelle circularité entre sensation et connaissance, entre nature et culture, entre langage naturel et langage mathématique, soutenue par un postulat qui ne peut pas être démontré. Ce présupposé est celui de la naturalité du langage même. Un axiome qui remédie, de par les conséquences auxquelles il donne lieu, à l'impossibilité de remonter à son origine. Pareillement, les axiomes de l'éthique, ne pouvant montrer leur propre origine, s'étaient révélés être pour Condillac le dévoiement plutôt que la cause de la nature concrète des choses. Il serait peu raisonnable d'appliquer la dénomination de cause de soi-même à une chose dont on ne connaîtrait pas la nature, déclarait l'abbé contre la circularité abstraite du concept spinozien de cause de soi, ou natura naturans. La même logique circulaire qui cache l'abysse ou l'absence d'origine de l'idée condillacienne de nature. Merci.